Mes camarades, comme vous l'avez remarqué, notre production évolue. Telle est la question, la première. L'ancienne formule avec les nouveaux sujets. Je tiens à vous remercier pour cette première. Et vous en êtes aujourd'hui, grâce et par la chaîne Twitch, en partie les co-réalisateurs, parce que c'est vous qui soutenez cette production. Et surtout de répondre à vos questions. Si vous souhaitez que nous fassions plus de contenu différent. C'est-à-dire qu'ils ont dépensé 4000 milliards de dollars pour rien. A-t-on le choix de dire autre chose que la vérité? Ils ont un peu trahi les électeurs sur le Brexit. C'est un argument antidémocratique total. Il y a plusieurs cercles de pouvoir. Nous allons défendre l'idée de nation. Eh bien, il va falloir nous y aider. Rejoignez-nous sur la chaîne Twitch. Donc, Je vous y attends, je vous en remercie. À bientôt. Donc, nous allons passer à la première question qui est de notre Nap national de son vrai nom Francis. Il vous pose la question, à la fois interrogative et exclamative. Il y a une dimension messianique chez les marxistes? Oui. Enfin, après, c'est toujours un peu la problématique de parler des marxistes de manière générale, parce qu'il y a tout ensemble. Mais en fait, chez énormément de marxistes, vous avez une dimension messianique et qui est assez passionnante, notamment chez Marx, parce que Marx a la prétention de mettre en place un matérialisme dialectique, et donc qui normalement, si vous voulez, est une dialectique hegelienne réalisée, c'est-à-dire que là où Hegel menait vers l'esprit, Marx a la prétention de ramener vers le matérialisme. Et en fait, ce qui est ça nous lieu à des résultats assez cocasses. Ou par exemple, si vous dites, ben voilà, la société primitive était communiste, puis nous avons développé le capitalisme, et donc si le monde est une dialectique, nous retournerons au communisme. Et donc la question, c'est que si le retour du communisme est une nécessité logique, ben dans ce cas-là, à quoi sert de militer? Ça se fait tout seul. On n'a plus besoin de le faire, quoi. Ce qui est le genre justement d'héritage du messianisme marxiste et un peu des difficultés qui peut mener, où on fait, si vous voulez, il coupe l'action. Et c'est là où d'ailleurs il y a un petit point un peu commun entre les woke et le marxisme, cette idée que au fond la connaissance, même si la connaissance marxiste est quand même plus raffinée, du monde doit nous mener à le transformer. Et en fait, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe que ça, et qu'en fait les grands changements, les changements qui peuvent arriver dans le monde sont beaucoup plus le fait d'un petit travail un peu patient et persistant et curieux que simplement de dire voilà, j'ai mon grand plan de bataille sur la table, j'ai écrit en 2 volumes l'art de changer la société française, et puis je le sors et bam, tout est mis en place, quoi. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième question qui est de Vincenzo. Alors, pour la question comment lutter correctement contre le wokisme, il me semble que vous avez répondu durant votre développement. À moins que vous vouliez ajouter quelque chose. Je vais dire quelque chose d'absolument compliqué avec eux, mais d'être gentil avec eux. C'est-à-dire que, aussi absurde que cela peut paraître, et aussi insupportable qu'il puisse être, je pense que être un woke est un état émotionnel très fatigant et qui ne rend pas très heureux. Et au fond, notre chance de ne pas être woke nous donne justement un grand avantage sur eux et la capacité d'avoir la patience de les sortir un peu de cette pensée en boucle qui les rend malheureux, quoi. Soyons heureux et aidons-les à être heureux. Touche d'optimisme. Nous vous remercions. Question suivante qui est également de Vincenzo mais qu'il a fait en regroupé. Comment déringardiser la culture française et particulièrement l'ancien auprès des jeunes? Déjà en expliquant que tout ce qui est nouveau n'est pas forcément mieux, parce que ça fait partie un peu des grandes idées que l'on a. Après, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure dans la discussion, c'est plus on accepte que la culture ancienne est présente dans nos vies, et plus on la vivifie, et plus on retrouve justement, on évite la dégénérescence, et on lui donne de la valeur. Faites l'effort d'apprendre par cœur de la poésie.
Vous trouverez toujours des occasions de ressortir des poèmes, de les repartager. Si vous avez la chance de passer à Paris, allez au Club des Poètes, c'est une expérience passionnante pour s'apercevoir que la poésie n'est pas du tout un truc de vieux croutons qui bafouillent quelques vers d'une voix chevrotante en parlant de leur anecdote de l'amour de la marquise avec le baron en 54. Faisons vivre notre culture, prenez le temps de lire, prenez le temps de parler des livres, et soyez un peu provocateur dans notre vie de tous les jours. Essayez de parler des lectures des gens, c'est assez intéressant. Et même si vous trouvez que ce qu'ils lisent n'est pas très intéressant, peut-être qu'en pointant, en les faisant réfléchir un peu sur ce qu'ils lisent, soit vous aurez une confession acceptable qui est de dire je lis en fait pour me divertir, pour sortir du réel. Vous pouvez pas leur reprocher, quoi. Soit ils vous diront c'est vrai que c'est pas très intéressant, et dans ce cas-là vous pouvez rebondir en disant tiens, tu devrais lire ça. Et il y a un truc que j'aime beaucoup dans mon travail, c'est qu'on a un grand tableau blanc où les gens sont encouragés à écrire des petits mots. Vous savez, c'est les idées percutantes de certains grands chefs, quoi. Et en fait, mon plaisir, c'est d'écrire des poèmes régulièrement, ou des citations, ou de mettre les éphémérides. Et c'est une manière, si vous voulez, de ramener la culture dans un cadre franchement indifférent à la question culturelle, et de toucher les gens, et puis de pouvoir parler avec les gens, de recréer du lien, et puis de dire tiens, La France contre les robots, c'est un livre qui est sorti en 1947 de la part de Bernanos, c'est franchement génial, je te conseille de le lire. Ah oui, mais enfin moi je suis plutôt théâtre. Essaye le dialogue des Carmélites du même auteur, ou relis Phèdre. En fait, si tu lis Phèdre, faut peut-être pas simplement te dire c'est juste une histoire d'amour d'une vieille dame, mais plutôt Phèdre, c'est d'abord simplement une musicalité, et en lisant le texte, essaye simplement d'entendre la petite musique. Et là, vous rentrez sur quelque chose de plus intéressant que d'avoir simplement dit les classiques ont dit que Phèdre était bien, donc Phèdre c'est bien. Bon, ça, on fait l'argument d'autorité, c'est bien pour impressionner un peu les gens, mais c'est pas très efficace au fond. Eh bien, merci beaucoup pour votre réponse. Je vais en poser une autre qui est une fusion de questions de Jacques et d'Arthur de Holm. N'y a-t-il pas de terme plus pertinent que woke pour décrire l'évolution idéologique de la gauche? Et la question de Holm, n'est-il pas impossible pour un mouvement qui se veut aussi iconoclaste que le wokisme de réellement créer quelque chose? En fait, les mouvements iconoclastes sont aussi de curieux que finalement, en détruisant des œuvres, ils s'en créent ou ils modifient des œuvres déjà existantes, et quelque part, ils font émerger une nouvelle œuvre. Donc, on peut s'attendre à ce que les woke créent autre chose. Et puis, de manière plus globale, on va dire les mouvements les plus catastrophiques de pensée dans l'histoire ont permis au moins de créer des œuvres que vous dites, mais finalement, quelle est cette forme d'aberration. Donc, à minima, le wokisme aurait donné quelques fruits dans cette direction-là. Après, vous pouvez être le woke le plus crétin possible, le plus obsédé politiquement. Vous pouvez aussi être un grand artiste et donner lieu à des fruits intéressants. Et voire même, vous pouvez avoir des créations artistiques en contradiction complète avec l'idéologie que vous peignez. On pourrait imaginer des woke qui fassent de la peinture à l'huile absolument passionnante, un petit peu sur les reprises de primitifs flamands, ça pourrait être assez drôle, quoi. L'essentiel, si vous voulez, le fonctionnement de la vie, c'est quand même d'amener de nouvelles choses, et c'est ce qu'on attend. Donc la vie est faite, si vous voulez, de fiançailles qui mènent vers des mariages, et pas simplement de constats en disant tiens, les choses sont stériles par essence. Il faut au contraire souhaiter que la vie passe. Merci beaucoup pour votre réponse. Une question de notre champ d'eau national. Si l'opprimé est par nature préférable à celui qui le domine, cela ne mène-t-il pas à une situation paradoxale où la victime est louée, et ce jusqu'à ce qu'elle s'affirme comme l'oppresseur d'une autre victime? Alors, il y a une situation paradoxale, mais qui est niée par les woke. C'est ce qui fait partie de leur problématique, où la victime restera toujours une victime, et c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. On pourrait imaginer un noir américain qui a un succès complet, on expliquerait quand même qu'il serait une victime. Vous avez tout un ensemble de vidéos qui étaient assez étonnantes sous l'ère Trump, de noirs qui refusaient très radicalement le modèle woke en disant je ne suis pas une victime, je refuse ce statut de victime, je refuse cette prime de victime.
Et d'ailleurs, vous avez une série qui est assez passionnante dans sa critique des mouvements woke, qui s'appelle My Dear White People, qui est une série Netflix et qui à l'origine en fait est un film qui a été considéré un peu comme une sorte de manifeste de la génération Obama. Et en fait, la déclinaison en série qui a eu lieu, je crois, presque 10 ans après, est beaucoup plus critique. Et en fait, dedans, vous avez un personnage, un Afro-Américain qui a été braqué par un policier. Et donc, du jour au lendemain, tout le monde dit « Ah, mon pauvre garçon ». Et donc, en fait, il peut attraper n'importe quelle jeune fille du campus parce qu'elle finit par coucher avec lui par pitié en disant « Ah, la pauvre victime ». Quoi. Et en fait, le problème, c'est que à force finalement d'avoir une prime à la victime, à aucun moment on lui redonne l'envie d'en sortir. Quoi. Bon, de fait, pour l'histoire du scénario, ça ressort, mais c'est un petit peu le problème d'une déification de la victime pour être la victime qui est problématique. À certains égards, le christianisme aussi a un peu cette approche justement de dire il faut élever les petits, ce qu'il y a de plus humble. Voilà ce que Dieu a choisi. Dieu choisit les plus opprimés comme étant ceux qu'il aime le plus. Sauf que la victime est définie, si vous voulez, comme étant l'innocent par excellence. Donc il n'y a pas de prime à la victime en disant vous êtes victime, paf, on donne une contrepartie pour ça. C'est vous êtes victime, vous êtes innocent de ça, et c'est pas grave. Malgré ça, par-delà tout ça, Dieu vous aime et vous avez une dignité propre là-dedans. Or, les woke, il n'y a pas de recherche de redonner une dignité à la personne. Vous savez, cet exemple qui était lunaire, je crois que c'était à Baltimore ou à Boston, vous avez une fresque qui a été enlevée parce que ça rappelait un épisode si vous voulez, de la conquête du Nouveau Monde et notamment de l'esclavage. Et donc, des élèves avaient dit oui, ça crée des douleurs à un certain nombre d'élèves. En fait, une enquête a été faite auprès des élèves afro-américains et qui répondaient non, on s'en fiche, quoi. C'est le passé, c'est le passé. Et puis, j'ai pas envie d'exister uniquement dans une relation avec le passé et de cette manière doloriste. On peut, ce que je disais tout à l'heure, on peut attendre d'autres choses de la vie que de simplement se fouetter en disant nous avons souffert et nous souffrirons et nous sommes simplement là pour souffrir. Et de toute façon, une telle position ne permet pas de résorber et d'avancer, de sortir du statut de victime, ce qui est a priori pourtant ce qui est le plus souhaitable, quoi. Donc ce qui est fabuleux, c'est que on empêche ceux qui auraient même envie d'en sortir en leur disant mais tu dois être une victime. Il y a cette sorte de paranoïa où il y a forcément un coupable qui est quelque part, quoi. Encore une fois, on rend tout le monde malheureux pour rien. Merci beaucoup. Nous allons terminer par 2 questions qui vous font un chaleureux clin d'œil, il me semble. La première question est de Jean. En tant que catholique, pensez-vous que le message chrétien soit pertinent pour répondre à la dégénérescence de la culture ? Première question. Et la deuxième question, quelle est la spécificité de la réponse royaliste au changement culturel ? Le retour du roi ne serait-il pas lui-même un changement culturel ? Pour la première question, je vais peut-être avoir une approche un peu décevante, mais j'aime beaucoup la phrase de Jeanne d'Arc, les prêtres prieront et les hommes d'armes batailleront. C'est-à-dire que que les prêtres jouent leur partition et puis les croyants la leur, et si vous voulez, s'il y a un retour du catholicisme en grâce dans nos sociétés, ce sera par le biais de stratégies différentes, et si vous voulez, il faut que ce soit fait de manière relativement organique. Souvent, quand on veut faire, il y a des gens qui vous disent on va faire la littérature religieuse, et en fait, ce qu'ils appellent la littérature religieuse, c'est généralement une sorte de roman assez niaiseux, inintéressant, sans style, sans flamme, quoi. Et à l'inverse, vous avez des gens qui n'ont pas forcément l'intention de faire une œuvre religieuse, mais dont finalement le texte porte une dimension ouvertement religieuse et des questions religieuses intéressantes, quoi. Après, est-ce que le roi permettra de remettre en place un nouveau paradigme culturel? Non, il va permettre de renouer avec un paradigme culturel, il va permettre de retisser les liens ensemble. En fait, c'est la définition de Platon, de l'homme politique, c'est l'homme qui va prendre les différents fils de la cité et qui va les nouer ensemble. Et notre problème en France, ce qui peut-être d'ailleurs paradoxalement nous protège un petit peu en partie des tendances woke, c'est que nous n'arrivons toujours pas à nous aimer, nous n'arrivons toujours pas à retisser les fils. Vous avez toujours quelqu'un pour tirer les fils de côté en disant la révolution n'est pas finie, et les autres qui tirent en disant le génocide vendéen.
Vous avez d'autres qui vous diront la révolution est un bloc, et donc nous avons du mal à nous accorder nous-mêmes sur ce qu'est ce qu'est la France, comment elle doit avancer. Et vous savez, le roi devrait permettre de tout réunir. Mais si un retour du roi, c'est que d'abord il y a un état d'esprit qui a été mis en place apte au retour du roi, réellement dans le cadre, si vous voulez, d'une arrivée au pouvoir durable. Et donc, si vous voulez, à ce moment-là, il a souhaité que, si vous voulez, les formes culturelles soient plus vivaces, soient moins stériles, soient aussi moins soutenues directement par l'État pour de mauvaises raisons, quoi. Eh bien, Monsieur Vanciton, je vous remercie encore une fois pour votre intervention, votre présence ce soir, et nos spectateurs vous remercient également d'avoir répondu à leurs questions. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.